La porte d'entrée a claqué à 15h47. Je le savais parce que je regardais l'horloge depuis que ma femme m'avait envoyé un texto pour me dire qu'elle quittait le travail plus tôt. Elle ne partait jamais plus tôt. En 8 ans de mariage, elle avait surmonté des migraines, des gastros, et même une entorse à la cheville, insistant toujours sur le fait que le bureau avait plus besoin d'elle que notre canapé. Je suis rentré. Sa voix flottait depuis l'entrée, rauque et faible. Je l'ai trouvée dans le couloir, une main appuyée contre le mur pour se soutenir. Son manteau de créateur était toujours boutonné jusqu'au cou malgré la chaleur de la maison. Des cernes sombres tiraient sous ses yeux, et ses cheveux habituellement parfaits pendaient mollement sur ses épaules. « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Je me suis avancé vers elle, mais elle a levé son autre main. « Ne t'approche pas. Je crois que j'ai attrapé quelque chose. Probablement la grippe. » Elle a toussé délicatement dans son coude. « Il y a un truc qui tourne au bureau. » Je me suis arrêté net. « Tu as une mine affreuse. Tu as vu un médecin ?» Je me suis arrêté au centre médical en rentrant. Elle a tâtonné avec les boutons de son manteau, les doigts tremblants. Ils ont fait des examens. Ils ont dit que c'était sûrement viral. J'ai juste besoin de repos et de bien m'hydrater. Quel genre d'examen? Les prises de sang habituelles, un prélèvement de gorge. Elle s'est enfin libérée de son manteau et l'a drapé sur la rampe d'escalier au lieu de le suspendre correctement. Une autre bizarrerie. Ma femme était méticuleuse sur ces choses-là. Je vais prendre une douche et m'allonger. Tu peux dormir dans la chambre d'amis ce soir? Je ne veux pas que tu attrapes ça. Avant que je ne puisse répondre, elle montait déjà les escaliers. Chaque pas était délibéré et prudent, comme si son corps la faisait souffrir. J'ai entendu la porte de la salle de bain se verrouiller, puis la douche couler pendant près de 40 minutes. Quand elle est enfin sortie, elle est allée directement dans notre chambre et a fermé cette porte-là aussi. Je suis resté dans la cuisine, fixant son manteau abandonné. Quelque chose me rongeait les tripes. Cet instinct que l'on développe après des années passées avec quelqu'un. Celui qui picote quand ce qui est familier devient légèrement anormal. Elle ne m'avait pas embrassé pour me dire bonjour. Ne m'avait pas laissé m'approcher d'elle du tout, en fait. Et l'histoire du centre médical semblait répétée. Les détails étaient trop vagues, mais livrés avec trop de fluidité. J'ai ramassé son manteau pour le suspendre correctement et j'ai senti le poids de quelque chose dans la poche. Son téléphone. Elle avait laissé son téléphone, qu'elle gardait habituellement comme un code de lancement nucléaire, sans surveillance dans la poche de son manteau. Ma main a plané au-dessus. Nous n'avions jamais été le genre de couple qui fouine, qui viole la confiance par des invasions de la vie privée. Mais ce sentiment tenace s'est intensifié. L'écran s'est allumé à mon contact. Pas de code secret. Elle l'avait désactivé. Mon cœur battait la chamade pendant que j'ouvrais ses messages. Le fil de discussion le plus récent m'a glacé le sang. Nom du contact, bureau, Sophie. Mais les messages ne parlaient ni de tableur ni de réunion. Je n'arrête pas de penser à hier. Quand est-ce que je peux te revoir? Ma femme finit tard jeudi. Viens à la maison. Tu es incroyable. Je n'ai jamais ressenti ça. J'ai fait défiler l'écran vers le haut, les mains tremblantes. Des semaines de messages, des mois peut-être, à planifier des rendez-vous, des après-midi volés, des chambres d'hôtel, et puis un message d'il y a 3 jours. Il faut que je te dise quelque chose en personne. C'est important. Les messages d'hier étaient frénétiques. S'il te plaît, appelle-moi. Nous devons parler maintenant. Puis, ce matin. Je suis allé chez le médecin. Tu dois te faire dépister. Je suis tellement désolé. Le téléphone a failli m'échapper des mains. Je me suis stabilisé contre le plan de travail, lisant et relisant le dernier message. La visite au centre médical, les examens mystérieux, le besoin désespéré de me tenir éloigné d'elle. Elle n'avait pas attrapé la grippe au bureau. Elle avait attrapé toute autre chose, de quelqu'un de tout à fait différent. Quelqu'un qui ne s'appelait pas Sophie et qui ne travaillait dans aucun bureau, sauf peut-être celui où ils menaient leur liaison. J'ai entendu du mouvement à l'étage. La porte de la chambre s'ouvrir. J'ai rapidement verrouillé son téléphone et l'ai glissé de nouveau dans la poche de son manteau, l'esprit bouillonnant. Une part de moi voulait monter en trombe et la confronter immédiatement. Mais une autre part, celle dont le monde entier venait de basculer, avait besoin de temps pour assimiler, pour réfléchir,
pour décider comment gérer cette trahison. Chérie, a appelé sa faible voix d'en haut. Pourrais-tu m'apporter de l'eau et du Doliprane? J'ai affermi ma voix. Bien sûr, donne-moi une minute. Tandis que je remplissais un verre, mon reflet dans la fenêtre de la cuisine m'a dévisagé. Un homme qui venait de découvrir que son mariage était un mensonge, essayant de déterminer son prochain mouvement, pendant que sa femme se cachait à l'étage avec des secrets qui la rendaient littéralement malade. Je n'ai pas dormi. Comment aurais-je pu? La chambre d'amis ressemblait à une cage, l'obscurité m'oppressait alors que je repassais chaque instant des derniers mois à travers ce nouveau prisme dévastateur. Chaque soirée tardive au bureau. Chaque événement de cohésion d'équipe le week-end, chaque fois qu'elle s'était douchée immédiatement en rentrant à la maison, prétendant qu'elle était allée à la salle de sport. La salle de sport? Mon Dieu, j'avais été tellement idiot. À 2 heures du matin, j'ai sorti mon ordinateur portable et j'ai commencé à chercher. Quel genre de maladie exigeait que les 2 partenaires se fassent dépister? Les résultats m'ont retourné l'estomac. IST, infection sexuellement transmissible. Chaque article que je lisais était comme un nouveau couteau entre mes côtes. Certaines étaient guérissables, d'autres non. Toutes signifiaient qu'elle avait été intime avec cette personne. Cette Sophie du bureau, qui n'était clairement pas du tout une Sophie. J'ai pensé à l'homme que j'étais devenu dans ce mariage. J'avais soutenu ses ambitions professionnelles, assumé plus de tâches ménagères quand elle devait travailler tard, célébrer chaque promotion. Je l'avais aimé complètement, fidèlement, sans réserve. Et elle avait remboursé cela par des mensonges et des chambres à coucher que je ne verrais jamais, avec quelqu'un dont je ne connaissais même pas le vrai nom. La trahison était une chose, mais le risque pour ma santé en faisait quelque chose de plus sombre, de plus profanateur. Elle m'avait exposé à des maladies potentielles à mon insu et sans mon consentement. Depuis combien de temps cela durait-il? À quand remontait notre dernière relation intime? 2 semaines? 3. J'ai refait les calculs de manière obsessionnelle, essayant d'évaluer mon propre risque, ma propre exposition potentielle à ce qu'elle avait contracté. La lumière du matin s'est glissée à travers les rideaux de la chambre d'amis. J'ai entendu la douche couler à nouveau dans la salle de bain principale, et je me suis demandé si elle nettoyait des preuves, sa culpabilité ou le toucher de quelqu'un d'autre. Quand l'eau s'est finalement arrêtée, j'ai attendu 15 minutes, puis 20. Puis mon téléphone a vibré. Un texto d'elle. Je me sens toujours mal. Je vais me reposer encore. Peux-tu faire du télétravail aujourd'hui? J'aurai peut-être besoin que tu ailles chercher mon ordonnance plus tard. Une ordonnance, bien sûr. Des antibiotiques, probablement. Ou des antiviraux? Quelque chose pour soigner ce que son amant lui avait transmis. J'ai répondu par texto, bien sûr, dis-moi ce dont tu as besoin. J'ai passé la matinée dans mon bureau à domicile à essayer de travailler, échouant complètement. Toutes les quelques minutes, je pensais à un nouvel élément. Des vacances pendant lesquelles elle avait été distraite, une nuit où elle était rentrée et avait cherché querelle pour un rien, instaurant de la distance. Étaient-ce des moments où elle avait été avec lui? Pensait-elle à lui alors qu'elle était allongée à côté de moi? Vers midi, je l'ai entendu s'activer à l'étage. La porte de la chambre s'est ouverte. Puis les escaliers ont grincé. Je me suis tendu, me préparant à maintenir la comédie du mari inquiet et ignorant. Elle est apparue dans l'encadrement de la porte de mon bureau, enveloppée dans son peignoir, l'air sincèrement malade. Pendant un instant, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis je me suis rappelé pourquoi elle avait cette mine. « Coucou », a-t-elle dit doucement. « Je suis désolé de te déranger. Le centre médical vient de m'appeler. Ils veulent que je revienne. Certains de mes résultats d'analyse étaient. Ils ont besoin de faire plus de tests. » Quel genre de résultats? J'ai gardé une voix neutre. Ils ne l'ont pas dit précisément, juste que je dois revenir aujourd'hui. Elle fuyait mon regard. Et ils ont demandé si tu pouvais venir aussi. Ils veulent nous parler à tous les deux. Mon sang n'a fait qu'un tour. Pourquoi aurait-il besoin de me parler? Je ne sais pas. Mais sa voix s'est brisée sur le dernier mot et j'ai su qu'elle mentait. Peut-être parce qu'on vit ensemble, au cas où ce serait contagieux. C'est ça. Bien sûr. Je me suis levé. Quand devons-nous y aller? Ils ont dit le plus tôt possible. J'ai un rendez-vous à 15 heures. Nous avons passé les 2 heures suivantes dans un silence atroce.
Elle s'est de nouveau retirée à l'étage. Je me suis assis dans le salon à fixer le vide, essayant d'imaginer ce que je dirais quand les médecins m'annonceraient que je devais aussi me faire dépister. Allais-je la confronter là-bas, devant des professionnels de la santé, ou attendrais-je notre retour à la maison? À 14h30, elle est descendue, vêtue d'un pantalon de jogging en plaid d'un sweat à capuche, des vêtements qu'elle ne porterait normalement jamais en dehors de la maison. Nous sommes montés dans la voiture sans parler. J'ai conduit pendant qu'elle regardait par la fenêtre, les mains tordues sur ses genoux. Il faut que je te dise quelque chose, a-t-elle finalement lâché alors que nous nous garions sur le parking du pôle médical. Mes mains se sont crispées sur le volant. D'accord. Elle a pris une inspiration tremblante. Le truc, c'est que... Un coup sec à sa vitre nous a fait sursauter tous les deux. Une femme se tenait là, au milieu de la quarantaine, habillée en tenue professionnelle, le visage déformé par la rage et les larmes. Elle tenait un dossier rempli de papiers serrés contre sa poitrine. Ma femme est devenue blanche. Oh, mon Dieu. Tu la connais, ai-je demandé, bien que je connusse déjà la réponse. La femme a de nouveau frappé, plus fort. Ouvre cette porte tout de suite. Sa voix était étouffée mais audible à travers la vitre. Ouvre là ou je jure que je ferai un scandale qui attirera ici toutes les personnes présentes sur ce parking. La main de ma femme tremblait sur la poignée de la portière. Elle m'a regardé, le regard suppliant. Je peux t'expliquer. S'il te plaît, laisse-moi t'expliquer d'abord. Mais la femme faisait déjà le tour pour venir de mon côté de la voiture, ses talons claquant sur le bitume comme un compte à rebours. Elle a tapé à ma vitre et quand j'ai croisé son regard, j'y ai vu le miroir de ma propre douleur. Le regard de quelqu'un dont le monde venait de voler en éclats. J'ai baissé la vitre. Vous devez être le mari, a-t-elle dit, la voix tremblante mais contrôlée. Je suis très navré de vous rencontrer de cette façon, mais je crois que nous devons parler de ce que nos conjoints ont fait et des maladies qu'ils se sont transmises. Le sang-froid de la femme était remarquable, compte tenu de la rage qui bouillonnait en dessous. Elle se tenait à la fenêtre de ma voiture comme un procureur sur le point de présenter des preuves accablantes. Ce dossier pressé contre sa poitrine comme un bouclier. Ou peut-être une arme. Je ne comprends pas, ai-je dit, même si je comprenais parfaitement. J'avais juste besoin de l'entendre de vive voix. Je m'appelle Camille. Je suis marié depuis 16 ans. 3 enfants. Sa voix s'est étranglée, mais elle a continué. Et depuis 7 mois, mon mari couche avec votre femme. À côté de moi, ma femme a émis un petit son étranglé. Camille, je vous en prie. Ce n'est pas, taisez-vous. Les mots de Camille ont claqué comme un fouet. Vous n'avez plus le droit de parler. Vous avez apparemment assez parlé avec mon mari, dans mon lit, pendant que mes enfants étaient à l'entraînement de foot. Mes mains étaient toujours sur le volant, le serrant si fort que mes jointures avaient blanchi. 7 mois. Elle m'avait menti effrontément pendant 7 mois. Je l'ai découvert il y a 3 jours, a poursuivi Camille, s'adressant maintenant à moi. J'ai trouvé un relevé de carte bancaire qu'il avait caché. Des frais d'hôtel, des restaurants où je n'étais jamais allé. Quand je l'ai confronté, il a craqué. Il m'a tout raconté. Elle a ri amèrement. Enfin, presque tout. Il a omis la partie concernant la gonorrhée. Le mot a plané dans l'air comme une bombe. Gonorrhée. Ma femme avait la gonorrhée, ce qui signifiait que je pouvais l'avoir aussi. Il est rentré du médecin hier, a dit Camille en ouvrant son dossier. Il m'a donné ça. Elle a sorti plusieurs papiers, des documents médicaux avec des en-têtes officielles. Des résultats d'analyse. Positifs à la gonorrhée et à la chlamydia. Le médecin lui a demandé où il aurait pu les contracter. C'est là qu'il a avoué qu'il y avait eu quelqu'un avant votre femme. Une femme de sa salle de sport. Apparemment, une brève histoire, a-t-il dit, comme si ça arrangeait les choses. J'avais l'impression d'être sous l'eau. Les sons étaient déformés. La réalité se tordait devant moi. Oh, vous ne le saviez pas, le sourire de Camille était cruel. Votre femme n'était pas sa première maîtresse. Juste la plus récente. Il lui a transmis ses infections et maintenant, elle vous les a transmises à vous. Probablement. C'est pour ça que vous êtes ici, n'est-ce pas? Pour un dépistage. La portière de ma femme s'est brusquement ouverte à la volée et elle a trébuché à l'extérieur, vomissant dans les buissons aménagés. Camille et moi avons observé en silence pendant qu'elle avait des hauts le cœur,
une main appuyée contre la voiture. Quand elle s'est enfin redressée, des larmes ruisselaient sur son visage. Elle m'a regardé à travers le pare-brise. « Je suis désolé », a-t-elle articulé sans un son. Camille a contourné la voiture pour se rapprocher de ma femme, en gardant une distance prudente. « Désolé ne guérit pas les infections. Désolé ne me rendra pas mon mariage et n'expliquera pas à mes enfants pourquoi maman et papa divorcent. » Elle m'a tendu les papiers. « Mais ceci pourrait l'aider, lui, à comprendre ce que vous avez fait. » Je suis sorti de la voiture, les jambes flageolantes. Camille m'a tendu les documents et je les ai parcourus avec une horreur grandissante. Des résultats positifs. Des protocoles de traitement. Une note sur la notification aux partenaires. Une façon clinique de dire de prévenir tous ceux qu'on a infectés. « Où est-il maintenant » a demandé doucement ma femme. « Votre mari ?»« Chez sa mère, où il restera de façon permanente. » La voix de Camille s'est durcie. « Je veux que vous compreniez une chose. Je ne suis pas venu ici pour vous. Je suis venu pour lui. » Elle m'a pointé du doigt. Parce que je sais ce que ça fait d'être celui ou celle qu'on laisse dans l'ignorance pendant que son conjoint détruit tout. Il mérite de connaître la vérité. Toute la vérité. Pas une version édulcorée que vous auriez fini par lui raconter. « Comment nous avez-vous trouvé ?» ai-je demandé. Le nom de votre femme était partout sur son téléphone. Les réseaux sociaux ont facilité le reste. J'ai vu votre publication concernant votre venue à ce pôle médical pour son rendez-vous d'aujourd'hui. Camille a haussé les épaules. La technologie rend tout tellement plus simple, n'est-ce pas? Tromper, se faire prendre, ruiner des vies. Ma femme pleurait ouvertement à présent, du mascara coulant sur ses joues. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. On a juste. On s'est connecté et ça semblait. Ne dis rien. J'avais enfin retrouvé ma voix, et elle est sortie comme du gravier. Ne me dis pas ce que ça semblait. Ne me parle pas de votre connexion. Tu m'as exposé à des maladies. Tu m'as menti pendant 7 mois. Tu t'es tenu dans notre maison, dans notre lit, et tu as menti. J'allais te le dire aujourd'hui, a-t-elle sangloté, après le rendez-vous. J'allais tout te dire. Uniquement parce que vous avez été rattrapé par la biologie, est intervenue Camille. Si vous n'étiez pas tombé malade, combien de temps encore? 7 mois de plus, 1 an, jusqu'à ce qu'ils vous transmettent quelque chose d'incurable? La cruauté de la chose m'a alors frappé. Elle ne l'avait avoué que parce qu'elle n'avait pas le choix. Les infections lui avaient forcé la main. Sans cela, je serais peut-être encore dans l'ignorance, à lui faire confiance, à l'aimer pendant qu'elle vivait cette double vie. J'ai besoin de détails, ai-je dit, d'une voix étonnamment assurée. Combien de temps avant que je puisse être dépisté? Quel est le traitement? Quelles sont les chances que je l'ai? Camille m'a tendu d'autres papiers. Voici des informations sur les 2 infections. La gonorrhée et la chlamydia sont toutes les 2 bactériennes, traitables par antibiotiques, mais vous devez vous faire dépister immédiatement. Si vous avez été intime avec elle ces dernières semaines, votre risque est élevé. Il y a 10 jours. Nous avions été intimes il y a 10 jours. Elle était rentrée d'un dîner avec des collègues, avait la laine parfumée au vin et une urgence que j'avais confondue avec du désir. Avait-elle été avec lui ce jour-là aussi? Était-elle passée de son lit au mien? Cette pensée m'a rendu physiquement malade. Je vous laisse régler ça tous les 2, a dit Camille en reculant. Mais je voulais que vous sachiez la vérité. Toute la vérité. Pas la version qu'elle aurait fini par trouver le courage de vous raconter. Elle a regardé ma femme avec un mépris non dissimulé. Au revoir. J'espère que vous comprenez ce que vous avez détruit, et j'espère que ça en valait la peine. Elle s'est éloignée, ses talons claquant sur le parking, nous laissant planter là avec sa vérité éparpillée entre nous comme du verre brisé. Les lumières fluorescentes du centre médical semblaient accusatrices alors que nous étions assis dans la salle d'attente, 3 chaises nous séparant. Ma femme n'arrêtait pas d'essayer de capter mon regard, mais je fixais droit devant moi, ces documents médicaux toujours serrés dans ma main. Autour de nous, des gens faisaient défiler l'écran de leur téléphone, toussaient dans leurs coudes, vivaient leur vie normale pendant que la mienne se désintégrait. « À vous » a appelé l'infirmière en regardant ma femme. Elle s'est levée lentement, puis s'est arrêtée. « Tu viens avec moi » a-t-elle demandé doucement. « Non. » Elle a tressailli comme si je l'avais frappée, puis a franchi la porte seule.
Je l'ai regardée se refermer derrière elle et n'ai ressenti rien d'autre qu'un vaste vide résonnant là où se trouvait autrefois mon mariage. 20 minutes plus tard, une autre infirmière a appelé mon nom. Je l'ai suivie dans une salle d'examen où m'attendait une doctoresse aux yeux bienveillants et aux cheveux grisonnants. « Je crois comprendre que vous êtes ici pour un dépistage d'IST, a-t-elle dit avec douceur. Votre femme a indiqué que vous avez peut-être été exposé. Le langage clinique rendait la chose presque supportable. Exposé, comme s'il s'agissait d'un déversement de produits chimiques et non d'une trahison. Oui, l'homme qu'elle fréquentait a été testé positif à la gonorrhée et à la chlamydia. Nous avons eu des rapports intimes il y a environ 10 jours. Le médecin a hoché la tête en prenant des notes. Je vais vous dépister pour les deux, plus un bilan complet comprenant le VIH, la syphilis, les hépatites B et C. Vu les circonstances, il vaut mieux être exhaustif. VIH. Ce mot m'a glacé le sang. Se pourrait-il qu'elle m'ait? C'est peu probable, mais nous testons tout par mesure de précaution. La bonne nouvelle, c'est que la gonorrhée et la chlamydia se traitent très bien avec des antibiotiques. Si elles sont détectées tôt, il n'y a généralement pas de complications à long terme. Généralement pas de complications à long terme. Ces mots semblaient surréalistes. Nous discutions de ma santé, de mon corps, de mon exposition à des maladies que je n'aurais jamais imaginé avoir. Tout cela parce que la personne qui avait promis de m'aimer et de me chérir avait choisi autre chose. Les examens ont été rapides mais humiliants. Échantillon d'urine, prise de sang, écouvillon. Chaque procédure était un rappel de la manière dont ma femme avait bafoué notre confiance. Les résultats pour la gonorrhée et la chlamydia seront prêts dans environ 1 heure, a précisé le médecin. Les autres tests prennent quelques jours. En attendant, je vais vous prescrire des antibiotiques à titre prophylactique. C'est le protocole standard quand l'exposition est probable. Donc, vous me traitez avant de savoir avec certitude? Mieux vaut prévenir que guérir. Si vous êtes négatif, il n'y aura aucun mal. Si vous êtes positif, nous aurons déjà commencé le traitement. Elle a fait une pause. Je vous recommande également de vous abstenir de toute activité sexuelle jusqu'à ce que nous ayons tous les résultats et que vous ayez terminé le traitement. J'ai failli rire. Une activité sexuelle avec elle. La femme qui avait mis ma santé en danger et démoli ma confiance. Ça ne sera pas un problème. De retour dans la salle d'attente, ma femme y était déjà, un petit sac de pharmacie sur les genoux. On lui avait administré le même traitement prophylactique. Nous sommes restés assis sur nos chaises séparées. Deux personnes qui avaient autrefois tout partagé, désormais séparées par un gouffre infranchissable de mensonges. Il faut qu'on parle, a-t-elle finalement dit. Pas ici. Alors où? Tu refuses même de me regarder? Je me suis tourné pour lui faire face pleinement, pour la première fois depuis la révélation de Camille. Qu'est-ce que tu veux que je dise, au juste? Que ce n'est pas grave? Que je comprends? 7 mois? Tu m'as regardé dans les yeux pendant 7 mois et tu as menti. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait quand même. J'ai gardé une voix basse, conscient de la présence d'autres patients à proximité. À chaque fois que tu partais pour un événement professionnel. À chaque fois que tu lui envoyais des textos en étant assise à côté de moi. À chaque fois que tu rentrais après avoir été avec lui et que tu me touchais, tu m'as fait du mal. C'est juste que tu t'en fichais assez pour ne pas arrêter. Ce n'est pas juste. Je tenais à toi. C'est juste que... Je me suis perdu. Perdu. Le mot avait un goût amer. Tu n'étais pas perdu. Tu as fait des choix. Des centaines. Chaque jour pendant 7 mois. Tu l'as choisi, lui, plutôt que moi, plutôt que nous. Des larmes ont coulé sur ses joues. Ce n'était pas comme ça. Il ne s'agissait pas de choisir. C'était. Stop. J'ai levé la main. N'essaie pas d'expliquer ça comme une sorte de confusion romantique. Tu m'as exposé à des maladies. Ce n'est pas de l'amour qui s'égare. C'est de l'égoïsme, de l'inconscience. L'infirmière nous a rappelés tous les deux. Mes résultats étaient prêts. Nous l'avons suivi dans une salle de consultation où notre médecin nous attendait avec une tablette. J'ai vos résultats préliminaires, a-t-elle dit en posant le regard sur nous tour à tour. Vous avez été testé négatif pour la gonorrhée et la chlamydia. Le soulagement a été si intense que j'en ai eu le vertige.
Négatifs? Je ne les avais pas. Cependant, a poursuivi le médecin, étant donné le moment de votre dernier contact sexuel et la période d'incubation, je veux que vous vous fassiez retester dans 2 semaines pour en être absolument certain. Continuez les antibiotiques comme prescrit et nous referons le bilan complet. Et elle, ai-je demandé. Le médecin a jeté un coup d'œil à ma femme. Elle a été testée positive aux 2. Elle a commencé un traitement. Donc, elle les avait, elle en était porteuse, elle aurait potentiellement pu me les transmettre. La seule raison pour laquelle j'y avais échappé était le timing. La chance arbitraire est purement liée au hasard de ne pas avoir été infecté lors de notre dernier rapport. Nous sommes partis avec nos ordonnances et nos rendez-vous de suivi programmés. Dans la voiture, le silence s'est étiré entre nous comme une entité vivante. J'ai conduit sur le pilote automatique, sans me diriger vers la maison, mais sans savoir où aller d'autre. Où allons-nous, a-t-elle finalement demandé. Je ne sais pas. Je ne peux pas être dans notre maison pour le moment. Nous devons parler de ce qui va se passer ensuite. Ce qui va se passer ensuite. Je me suis garé sur un parking vide, laissant enfin éclater la colère que je contrôlais jusque-là. Tu veux savoir ce qui va se passer ensuite? Je vais te déposer à la maison. Ensuite, j'irai à l'hôtel. Puis, j'appellerai un avocat. S'il te plaît, ne dis pas ça. Nous pouvons surmonter ça. Des couples survivent à l'infidélité tout le temps. Les couples survivent quand il reste quelque chose à sauver. Quand il y a de l'honnêteté, des remords et des fondations sur lesquelles reconstruire. Je me suis tourné vers elle. Tu m'as exposé à des maladies. Tu as menti pendant 7 mois. Tu ne me l'as dit que parce que tu n'avais pas le choix. Que reste-t-il exactement à sauver? Elle a tendu la main vers la mienne, mais je me suis reculé. Je t'aime. Je sais que je ne mérite pas de dire ça, mais c'est vrai. Je t'aime et je suis tellement désolé. Si tu m'aimais, tu n'aurais pas fait ça. Les gens font des erreurs. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Ça, ce sont 7 mois de décisions calculées. Des hôtels, des mensonges, risquer ma santé. Ce ne sont pas des erreurs. C'est le choix de privilégier tes envies plutôt que mon bien-être. J'ai redémarré la voiture et je l'ai ramenée chez nous en silence. Je l'ai déposée à la maison sans y entrer. Je l'ai regardée remonter l'allée que nous avions jadis empruntée ensemble en planifiant notre avenir, à l'époque où je croyais à la permanence et aux vœux. Elle s'est retournée devant la porte, le visage d'une tristesse dévastatrice, mais j'ai démarré avant qu'elle ne puisse ajouter quoi que ce soit. La chambre d'hôtel était basique et stérile, exactement ce dont j'avais besoin. Aucun souvenir ici, aucune photo sur les murs ni d'espace partagé qui murmurait ce que nous avions été. Je me suis assis au bord du lit et je me suis enfin laissé sombrer. J'ai d'abord appelé mon frère. Il a écouté en silence pendant que je lui expliquais tout et, quand j'ai eu terminé, il a simplement dit « J'arrive ». Tu n'es pas obligé. J'arrive. Il est arrivé dans l'heure avec des bières, des pizzas, et ce genre de soutien silencieux qui ne nécessite aucun mot. Nous avons mangé la plupart du temps en silence, la télévision diffusant un programme qu'aucun de nous ne regardait. Qu'est-ce que tu vas faire, a-t-il fini par demander. Demander le divorce. Le mot m'a semblé à la fois trop grand et trop petit. Je ne peux pas. Je ne peux pas être avec quelqu'un qui a fait ça, qui a risqué ma santé comme si ça n'était rien. C'est raisonnable. Ah bon? Tout le monde parle toujours de surmonter l'infidélité, de thérapie de couple, de reconstruire la confiance. Tout le monde n'est pas toi. Tout le monde n'a pas vécu ton mariage. Il a posé sa bière. Mais je vais te dire ce que je pense. La confiance n'est pas seulement brisée ici. Elle est anéantie. Elle n'a pas seulement trompé. Elle t'a mis en danger physiquement. C'est un tout autre niveau de violation. J'ai hoché la tête, reconnaissant que quelqu'un comprenne. Je n'arrête pas de penser à Camille, sa femme. J'ai poussé un petit rire amer. Elle a des enfants. Ils doivent faire face à un tout autre niveau de destruction. Ça ne rend pas la tienne moins valide. Mon téléphone n'avait cessé de vibrer toute la soirée sous les textos de ma femme. Je les ai finalement ouverts, lisant ses supplications et ses excuses désespérées. Au milieu d'eux, il y avait quelque chose de différent, un long message qui semblait plus honnête que tout ce qu'elle avait pu dire depuis des mois. Je sais que tu ne croiras pas ça. Mais j'ai quand même besoin de te le dire.
Ça a commencé comme une question d'ego. Il m'accordait de l'attention quand je me sentais invisible partout ailleurs. Il m'a fait me sentir jeune et excitante au lieu d'être juste fatiguée et ordinaire. Je ne cherche pas d'excuses. Il n'y en a pas. Mais je veux que tu comprennes qu'il n'a jamais été question que tu ne sois pas à la hauteur. Il était question de moi. Brisé de manière que je ne savais pas comment réparer. Je savais que c'était mal à chaque fois. Je me détestais à chaque fois que je te mentais, mais j'étais prise dans un engrenage que je ne savais pas comment arrêter. Et quand j'ai appris pour les infections, la honte a été si intense que j'ai voulu disparaître. Le mari de Camille les avait. Il me les a transmises et j'aurais pu te les transmettre. La personne que j'avais promis de protéger. Je l'ai mise en danger. Je n'attends pas de pardon. Je ne le mérite pas. Mais j'ai besoin que tu saches que je suis désolé, ce ne sont pas que des mots. C'est la seule vérité qu'il me reste. J'ai détruit notre couple. Je le sais. Et je devrais vivre avec ça pour toujours. Je l'ai lu 2 fois, puis j'ai posé le téléphone. Ces mots ne changeaient rien. Comprendre les failles de quelqu'un ne vous oblige pas à rester pendant que ses arrêts de vie vous entaillent. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis resté à l'hôtel et j'ai rencontré un avocat. La procédure de divorce a été étonnamment simple quand les 2 parties savaient que le mariage était terminé. Elle ne m'a combattu sur rien, a assumé l'entière responsabilité, a accepté toute séparation des biens que je proposais. J'aurais presque souhaité qu'elle se batte, pour me donner une raison d'être en colère. Au lieu de cela, sa docilité m'a simplement semblé être la confirmation qu'elle savait ce qu'elle avait détruit. Mon 2e test est revenu négatif. Le médecin a confirmé que je n'avais jamais contracté les infections. La chance pure et le timing m'avaient sauvé. J'ai quitté le pôle médical avec un certificat de bonne santé et la certitude d'avoir évité une balle qui m'était destinée à mon insu. Je suis retourné à la maison une dernière fois pour récupérer mes affaires. Elle était au travail. Nous avions coordonné nos emplois du temps pour nous éviter. Marcher dans ces pièces, c'était comme visiter le musée de mon ancienne vie. Le canapé où nous avions regardé des films. La cuisine où j'avais préparé ses plats préférés. La chambre où elle s'était allongée à côté de moi tout en pensant à un autre. J'ai fait mes cartons efficacement, ne prenant que ce qui m'appartenait, laissant derrière moi tout ce qui me semblait être à nous. En partant, j'ai laissé ma clé sur le plan de travail de la cuisine à côté d'un mot. Les papiers du divorce sont chez ton avocat. J'espère que tu trouveras ce que tu cherchais. J'espère que ça en valait la peine. 6 mois plus tard, je m'installais dans mon nouvel appartement à l'autre bout de la ville. Le divorce était prononcé. Je m'étais fait dépister 2 fois de plus, juste pour être absolument certain, et j'étais resté sain. Ma femme, mon ex-femme, avait déménagé dans une autre ville pour un nouveau travail. Un nouveau départ, avait-elle appelé cela dans l'un de ses derniers emails. Je n'avais pas répondu. J'avais appris des choses sur moi-même à travers tout cela, sur ma capacité à endurer la douleur mais aussi sur ma résilience, sur la différence entre le pardon et l'acceptation. Je pouvais accepter qu'elle ait été brisée, qu'elle ait fait de terribles choix, qu'elle ait détruit notre mariage, mais je ne pouvais pas pardonner la violation fondamentale de ma confiance et de ma sécurité. Camille et moi avions échangé quelques emails. Elle était plus avancée dans sa guérison, concentrée sur ses enfants et sur la reconstruction de sa vie. Elle m'avait remercié de ne pas avoir fait de scandale sur ce parking, de l'avoir laissé dire ce qu'elle avait besoin de dire. Vous m'avez donné le pouvoir, ce jour-là, avait-elle écrit. Le pouvoir de dire la vérité, pour les empêcher de contrôler le discours. Je vous en serai toujours reconnaissante. Je n'avais pas vu cela comme le fait de lui donner du pouvoir. Mais peut-être que c'était ce dont nous avions tous les 2 besoin pour reprendre le contrôle face aux personnes qui avaient fait des choix affectant nos vies sans notre consentement. Mon frère m'a demandé si je voyais quelqu'un. Je n'étais pas prêt. Je ne le serais peut-être pas avant un moment. Mais cela m'allait très bien. J'apprenais à être seul sans me sentir isolé, à trouver de la valeur en moi-même plutôt que dans la perception qu'avait quelqu'un d'autre de moi. Parfois, je me demandais si elle repensait à ce jour-là, à Camille apparaissant tel un ange vengeur sur le parking, des documents médicaux à la main, prête à faire exploser leurs mensonges soigneusement construits. Je me demandais si elle regrettait sa liaison ou si elle regrettait juste de s'être fait prendre. Je ne le saurais jamais. Et j'avais appris que je n'en avais pas besoin. Ce dont j'avais besoin, c'était d'aller de l'avant. De bâtir une vie basée sur l'honnêteté,
même quand c'était douloureux, pour faire à nouveau confiance un jour, quand je trouverai quelqu'un digne de cette confiance. Me souvenir que la trahison de quelqu'un d'autre ne diminuait en rien ma valeur ou ma capacité à aimer. Les cicatrices seraient toujours là. Des douleurs fantômes qui refaisaient surface de manière inattendue. Mais les cicatrices étaient la preuve d'une survie, de blessures qui avaient guéri. Je survivais. Mieux que ça, j'apprenais doucement à m'épanouir à nouveau. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un ami m'invitant à dîner. J'ai regardé autour de mon nouvel appartement, plus petit que la maison, mais à moi, honnête, exempt de toute complication liée au mensonge. J'ai répondu, oui, j'ai attrapé ma veste et j'ai franchi la porte. L'air du soir était frais et pur. Quelque part dans une autre ville, mon ex-femme vivait avec ses choix. Quelque part à proximité, Camille couchait ses enfants et reconstruisait sa famille. Et moi, j'apprenais que parfois, la fin d'une histoire n'est que le début d'une autre. Que la trahison ne vous définit pas, à moins que vous ne la laissiez faire. Que la santé, physique et émotionnelle, vaut la peine d'être farouchement protégée. J'ai marché vers ma voiture, vers un dîner avec des amis, vers tout ce qui viendrait ensuite. Le passé serait toujours là, une ombre que je porterais. Mais les ombres n'existent que là où il y a de la lumière.